17 juin 2007, un couple de jeunes mariés décide de partir en voyage de noces. Destination Jérusalem. En avion, c'est environ 5 heures. Mais eux, ils ne partent pas en avion. Non, ils partent à pied. À pied, Jérusalem, c'est 7 mois et demi, 232 jours de doutes, de disputes, de découragement, de faim, de froid, de peur aussi, mais également de rencontres et de beauté. C'est tout ce périple que nous allons raconter dans VIP avec Mathilde et Édouard Cortès. Bonjour à tous les deux. Bonjour Emmanuel. C'est plus tranquille, hein, les fauteuils rouges de VIP, on est bien assis, vous venez de manger, tout va bien. On va peut-être rappeler un petit peu l'idée de ce voyage. Ça part en fait de la demande en mariage. C'est un romantisme, vous allez voir. Ça part de la demande en mariage d'Édouard à Mathilde. Qui la raconte, la demande en mariage? Voilà, c'est Édouard qui Mathilde. a tout commencé en me demandant un jour au kilomètre zéro devant Notre-Dame si je voulais bien l'accompagner pour toute la vie. Voilà, c'était les mots qu'il avait bien choisis. Et très concrètement, quelques jours plus tard, il m'a dit « Et pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à s'accompagner en faisant un voyage de noces un peu particulier ?» Et donc on s'est accompagné effectivement jusqu'à Jérusalem à pied, en partant du kilomètre zéro à nouveau un an plus tard. Alors il y a deux choses à préciser. D'abord que Édouard est un habitué des longs périples. Édouard, vous êtes journaliste, comme on dit dans la profession JRI, journaliste reporter d'images. Ça veut dire que vous prenez votre petite caméra, votre micro, et vous partez. Alors vous, c'est toujours des aventures, des voyages. Ça a donné d'ailleurs lieu à différents livres. Tiens, Mathilde va nous citer ses préférés de livres. On va déjà créer une première bagarre de couple. Ouais. Alors, les livres préférés. Non, il y a eu le premier Paris-Saïgon, qui était donc son voyage en 2 chevaux de Paris à Saïgon, qui était un livre d'aventure très sympathique. Mais celui que j'ai préféré, moi, c'est Ararat. Ah, c'est le dernier, celui-là. Voilà, le dernier, où il racontait une expédition au mont Ararat en Turquie à la recherche de l'Arche de Noé. Je ne vous dirai pas s'il l'a trouvé ou non. Il faut lire le livre. Et voilà. Et Mathilde, pas vraiment habituée des grands périples, c'est une centaine de kilomètres pour la route de Compostelle, je Oui, crois. alors à pied, j'avais fait 100 km à pied. En revanche, j'avais voyagé un peu parce que j'avais travaillé dans l'humanitaire pendant plusieurs années en Afrique. Donc j'avais vécu 2 ans au Cameroun, à Douala. Et ensuite, j'étais chargée de mission dans une ONG où je m'occupais du suivi des volontaires en Afrique, ce qui donc m'avait donné l'occasion de découvrir au moins ce continent-là. Voilà. Mais on ne peut pas dire que vous aviez la marche dans les jambes, peut-être autant qu'Édouard. Pas du tout, voilà. ouais. Quand même. Donc, Édouard vous demande en mariage, vous dit tiens, on va faire un voyage de noces, pas comme tout le monde, ça va être sympa, Jérusalem à pied. C'est sûr que vu de Paris, les projets paraissent sympathiques. Et puis Mathilde se dit, mais c'est pas assez dur, Jérusalem à pied. Si on y allait en mendiant. Ben oui. Ça a été dit au départ sous forme de boutade. Hein. On s'était dit un peu comme ça, vraiment dans la discussion, au fait, tant qu'à faire, on n'a qu'à faire comme les pèlerins du Moyen-Âge, autant le faire à fond, quoi. Et en fait, en forme de boutade, on s'est dit non, mais ça peut être une vraie démarche aussi de pèlerinage, une vraie démarche intérieure, que de devoir dépendre des autres, que de lâcher toutes nos sécurités. Et notre première sécurité ici dans notre monde, c'est sa carte bleue, c'est son portefeuille, etc. Donc on s'est dit, finalement, cette boutade, pourquoi on la vit pas comme une vraie démarche? Alors c'est quand même un geste fort que de se dire, bon, il y a le projet qui est sympa, etc. Puis de passer à l'acte et de découper sa carte bancaire au ciseau, de quitter son métier, de lâcher son appart, d'expliquer aux parents qu'on va partir 7 mois à pied dans des pays des fois pas très sûrs quand même, notamment en Europe de l'Est. C'est pas une démarche simple. Oui, c'est vrai que c'est pas une démarche simple et que de l'espèce de défi qu'on s'était lancé au départ, on a finalement eu besoin d'1 an pour y réfléchir, pour mûrir un peu tout ça et pour vraiment prendre cette décision de partir le plus dépouillé possible. Donc sans argent, sans carte bleue, avec un tout petit bagage puisque moi j'avais 4 kilos sur le dos, Édouard en avait 7. On peut dire ce qu'il y avait grosso modo dans vos sacs pour qu'on se rende compte? Un sac de couchage, un tapis de sol. On avait une seule tenue vestimentaire, donc un pantalon qui faisait short, un t-shirt, une chemise pour Mathilde, une polaire et une veste coupe-vent, contre la pluie et contre le vent. Et puis ensuite des cartes, une boussole, un petit couteau. Une caméra quand même, parce caméra. Que votre périple a été filmé, forcément, c'est votre métier. Voilà. Tant qu'à Je faire. pars jamais sans caméra. Ce qui donne lieu d'ailleurs à des DVD qui seront dans le commerce au mois de février prochain. Exactement, voilà. ouais.
Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a mis d'autre dans ces sacs? Finalement, pas grand-chose. Après les cartes, la boussole. Une pince à épiler. Une pince à épiler. Ça, c'est Mathilde qui tenait. Très important. Oui, mais c'est un détail que toutes les filles comprennent, monsieur Édouard. Il a fallu que je lutte contre l'extrémisme de mon mari. Et oui, donc j'ai emporté quand même une pince à épiler. Et puis on avait des sous-vêtements de rechange. Et quand même, pour s'abriter en cas de pluie ou de grosses intempéries la nuit, si on n'était pas accueillis, on avait emporté une bâche qui, avec nos 2 grands bâtons de marche, pouvait nous faire un petit abri de fortune qui nous protégeait au moins de la pluie. Et en avant, et c'est parti. Alors quand on part comme ça pour plusieurs mois de marche, on laisse sur sa route beaucoup d'illusions, beaucoup de naïveté aussi. D'ailleurs, ça a donné lieu à un livre qui s'appelle Un chemin de promesses. Et à la fin du livre, je crois que c'est Mathilde qui le dit, que voilà, on laisse en route beaucoup d'illusions sur soi, sur son partenaire, et puis finalement sur la nature humaine aussi. Vous avez rencontré le meilleur, vous avez rencontré le pire aussi, et c'est de ça dont on va parler. Je voudrais d'abord venir à la dédicace du livre. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont noté, mais moi, elle m'a beaucoup touchée. Ce livre est notamment dédicacé aux couples qui marchent et à ceux qui ne marchent plus. Oui, c'est vrai, oui, qu'on a... c'était un voyage de noces, donc forcément une aventure de couple. Une aventure à 2 et donc ça nous paraissait important justement de dédier ce livre à tous ceux qui veulent, qui se sont soit lancés depuis des années dans cette grande aventure à 2. Et puis aussi, on a autour de nous des tas de couples qui rencontrent des difficultés et c'était peut-être aussi une manière de leur offrir cette marche qu'on avait pu vivre tous les 2 pour le meilleur et pour le pire. Et donc c'était un petit clin d'œil à tous nos amis qui parfois... C'est plus qu'un clin d'œil, si je puis me permettre, parce que vous faites pendant tout le livre, il y a une analogie finalement entre notre vie à chacun, qui est une longue marche, et cette marche sur 7 mois et demi qui vous a permis, vous connaissiez déjà bien tous les 2, mais qui vous a permis de vous découvrir de manière express et encore plus totalement en 7 mois et demi. Oui, l'analogie est d'autant plus grande que quand j'ai demandé à Mathilde, veux-tu m'accompagner pour toute la vie? J'avais une petite idée en tête, c'est que veux-tu aussi m'accompagner jusqu'à Jérusalem? Donc vraiment, c'est vraiment une comparaison de la vie à 2, de la vie en couple, et presque de la vie tout court, parce que quand on parcourt un long périple comme ça pendant 7 mois et demi, on a des difficultés, on a des montagnes, on a des barrières, on a été agressé, on a eu vraiment des tas d'épreuves, mais des tas de joies aussi, qui sont finalement à l'image de la vie. Et on a vécu sur 7 mois et demi un condensé de la vie de couple un peu en accéléré, qui favorise la connaissance dans le couple. Ça favorise pas forcément la vie de couple exaltante, etc. Mais ça favorise la connaissance profonde de l'autre. Et c'est là-dessus que la vie de couple et la vie en voyage pouvaient se comparer. Alors tout va plus vite, et il y a un exemple qui est assez savoureux, c'est que Édouard en tout cas, a un défaut. Mathilde a la charité de n'en citer qu'un. C'est que Mathilde, dites-le nous, Édouard est paresseux. Très paresseux. Et elle a une phrase à un moment, vous dites, ça m'a fait hurler de rire. Au départ, je trouvais ça mignon. Au bout de quelques mois, ça a commencé à me peser. Maintenant, je trouve ça complètement insupportable. Au bout de 7 mois et demi, ce défaut-là, elle aurait peut-être mis une vie d'habitude à trouver ça insupportable. En 7 mois, c'était plié. C'était réglé. Et elle me le fait bien sentir. Je suis particulièrement paresseux le matin au lever. Et elle me le fait bien sentir aujourd'hui parce qu'elle sait que je suis paresseux maintenant. Voilà. Alors, avant qu'on s'attaque au périple à proprement parler, pourquoi Jérusalem? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est parce que vous êtes catholique? Est-ce que c'est au-delà de ça? Alors oui, bien sûr, nous, on est chrétiens et donc c'était important pour nous. S'il y a une chaîne où vous pouvez le dire, voilà. c'est ici. Hein. Voilà, donc c'était évidemment, on n'a pas choisi Jérusalem comme on aurait choisi Pékin. On a vraiment choisi Jérusalem parce que pour nous, cette ville a du sens. C'est la ville de la résurrection du Christ. Et donc pour nous, on avait vraiment l'impression de marcher vers la vie en marchant vers Jérusalem. Et puis aussi, il y a une raison toute pragmatique également qui est que Jérusalem, c'est à la fois pas trop loin pour qu'on puisse y aller à pied et en même temps assez loin pour faire pour épater les amis. Un long voyage, voilà. Et puis moi j'avais eu l'habitude effectivement de parcourir des terrains comme le Caucase, l'Afghanistan, etc. Soit à pied, soit en voiture ou par d'autres moyens. Et pour moi, ça me paraissait pas complètement fou de partir à Jérusalem. Pour Mathilde, ça lui paraissait complètement dingue. Mais pour moi, je me disais, c'est atteignable. Avec un peu de volonté, avec beaucoup de providence et un peu d'amour, on pourrait y arriver. Donc le pari était pas quand même
complètement impossible au départ. C'est drôle, moi j'aurais inversé, j'aurais dit un peu de providence et beaucoup d'amour. Mais bon. Oui, chacun y voit comme ça. Voilà. Alors, je parlais des illusions qui tombent un peu en chemin. Et la première bonne nouvelle, finalement, quand vous êtes parti de Paris ce 17 juin 2007, bon, il a fallu sortir de Paris. C'était pas forcément le plus simple, parce que les alentours de Paris ne sont pas faits pour les piétons. Mais c'est finalement, les Français ont été assez accueillants, puisque vous réclamiez gîte et couvert. Vous n'avez pas eu trop de mal en France à vous faire accueillir et restaurer. C'est vrai que la France, pour nous, a été la grande surprise et la belle surprise du départ. Parce qu'évidemment, on appréhende toujours beaucoup d'aller demander aux gens, est-ce que vous auriez un morceau de pain ou quelque chose à nous donner à manger? Est-ce que vous auriez un petit abri? C'est encore plus difficile, je dirais, de le demander à ceux qui nous sont le plus proches, donc c'est-à-dire nos voisins français qui vivent dans la région parisienne. Qu'est-ce qu'on laisse le premier jour. On se dépouille de quoi quand on demande comme ça la charité, l'hospitalité? Ça ne doit pas être simple les premières fois. Déjà, on met vraiment son orgueil dans sa poche. Et on se sent, à ce moment-là, on se sent très petit finalement. On se dit que quand on compte sur les autres, on n'est pas grand-chose. Et donc je pense que ça nous a aidés à faire un petit pas d'humilité supplémentaire pour aller demander aux gens, finalement, nous on vient de Paris, on va à Jérusalem, donc ils devaient nous prendre déjà pour des cinglés. Ils n'avaient pas complètement tort. Et en même temps, il fallait se lancer parce que de toute façon, on n'avait rien d'autre que les gens qu'on allait rencontrer pour pouvoir avancer. Alors, première nuit, ça donne non, vas-y, toi, demande. Non, plutôt toi. Non, c'est moi. Vas-y, non, tu es la fille. Avec toi, ça va être facile. Et puis bon, finalement, on a été accueillis dans Villecreine par le maire, sa femme Martine, et elle nous a fait une omelette. C'était où ça? Voilà, à Villecreine, à 25 km du kilomètre zéro, à 25 km de Paris. C'était la première étape. Première nuit. Première nuit en France, on est accueillis chez quelqu'un, et la traversée de la France a été vraiment à défaire de tous nos préjugés sur nos concitoyens français. On les pensait individualistes, on les pensait... Et en fait, on a été extrêmement bien reçus. Dans le Jura, une famille qui nous donne les clés de leur maison, après cette vue 12 heures, une soirée, elle nous dit restez là demain, nous on doit rentrer, mais restez, vous donnerez la clé aux voisins. Et on a passé une journée à se reposer dans cette maison. En France. Pas en Orient, pas le... Finalement, l'idée un peu boutade au départ est devenue l'idée forte du voyage. Ça se ressent dans votre récit. On a l'impression que la France vous a servi de rodage, aussi bien physiquement, parce qu'il faut que le corps s'habitue à cette marche, et dans la démarche aussi. Oui, la France, c'était vraiment les premiers pas, les ajustements nécessaires, la juste distance à prendre, la juste mesure, même pour apprendre à marcher ensemble. C'est-à-dire combien de kilomètres par jour déjà? Au départ, 25, 30, on n'a jamais été au-delà de 30, 35. Après les étapes, plus on marchait, au bout de 2-3 mois, on allait jusqu'à 40, 45, 50. On a fait des étapes de 60 km, mais au départ, vraiment, on y va petit, et puis... on ne savait pas si on y arriverait. Mais ça se passait comment? Édouard portait Mathilde sur son dos de temps en temps parce que Mathilde n'en pouvait plus. Détrompez-vous. Non. Mathilde portait Édouard sur son dos. Ouais, c'était plus... Non, mais c'est vrai, Mathilde a marché devant. Je dois l'avouer, Mathilde a marché globalement tout le temps devant. Donc c'est là où j'ai aussi mis mon orgueil dans ma poche. Et les chaussures par-dessus l'épaule, que les chaussures d'Édouard, mon Dieu, un calvaire. Voilà. Et Édouard a fait 30 km en chaussettes au bout d'une semaine, tellement il avait mal aux pieds. Ce qui explique peut-être que je marchais mieux que lui au début, je souffrais un peu moins des pieds. Voilà, au début, parce que des souffrances, puisque le mot est lancé, allons-y, des souffrances, il y en a eu. Il y a eu une insolation de Mathilde, ça c'est jamais très drôle. Il y a eu des souffrances physiques aussi, parce que le corps, il rechigne aussi. Puis quand le corps, il n'a pas mangé depuis 40... combien? C'est quoi le record? 49 heures, je crois. 49 heures, oui. 49 heures sans manger, le maximum. Vous avez compris ce que c'est que la faim? Oui, on l'a expérimenté, du moins de manière très, très vive, puisqu'on l'a expérimenté dans nos corps. Et c'était finalement la première fois qu'on expérimentait vraiment la faim. Et ça a été justement une très belle leçon, ça, de voir que quand on a faim, quand on est épuisé, on a quand même dans sa nature humaine un ressort extraordinaire qui permet de continuer à avancer malgré l'épuisement physique. J'aime bien comment elle dit ça, parce que là, elle est assise dans son canapé, enceinte de 8 mois, précisons-le. Ça a l'air super simple, je suis hyper philosophe, la faim, ça nous aide à comprendre qui on est vraiment, etc. Sur le coup, Édouard, la faim, ça se passe comment? Mathilde m'a édifié dans le fait, effectivement, que... Alors moi, j'avais peut-être expérimenté ça, mais pas à la fin, mais sur le fait que quand on arrive au bout de ses limites, il y a un phénomène un peu étrange qui se passe. Si on a une volonté dans la tête d'arriver à un but,
il y a un déclenchement qui se fait, qui n'est plus physique, mais qui est une sorte d'adrénaline et qui vous tient debout. Votre corps est épuisé, mais c'est le cerveau qui prend le relais. Je crois que c'est explicable d'ailleurs scientifiquement. Et vous tenez, c'est Guillaumet dans les Andes raconté par Syntaxe qui dit ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Qui tombe dans la neige et qui a envie de se laisser mourir, mais parce qu'il a encore sa femme et il a envie l'instinct de survie et qui fait que tac, on a un déclenchement et on a envie d'avancer parce qu'on n'a pas envie de se laisser mourir maintenant. Et à un moment, mais je crois, parce que le récit est à deux voix, forcément, il me semble que c'est encore Mathilde qui dit ça. À un moment, elle dit « Je pensais que la volonté et une force psychologique allaient me tenir et que les jambes allaient flancher. » Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Les jambes ont bien tenu, mais alors la volonté et le psychologique ont flanché. Enfin, il y a un moment, il y a... Oui. Est-ce que le mot est trop fort si je dis « assez dit » au milieu du voyage, peut-être aux 2 tiers du voyage, où à un moment, là, c'est qu'est-ce qu'on fait, là, faisant demi-tour. Par exemple, au Kosovo, dans cette fois-là, enfin, en entrant au Kosovo, dans le no man's land entre le Monténégro et le Kosovo, pendant 49 heures, on n'a pas mangé. Donc déjà, on expérimente effectivement la faim, mais surtout, on se dit, qu'est-ce qu'on va manger? C'est surtout la projection de cette faim qui dure. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va manger? On aimerait assouvir sa faim tout de suite, et on ne sait pas. Et ce qui est plus pénible dans la faim, c'est de ne pas savoir quand est-ce qu'elle sera assouvie. C'est ça qui est difficile, c'est de se dire, effectivement, mais peut-être que encore après ces 49 heures, il me faudra attendre encore 5 heures, 10 heures encore avant de pouvoir me mettre quelque chose dans l'estomac. Donc ça, c'est difficile. Mais c'est une expérience un peu presque de jeûne, comme on fait le carême pour nous, les chrétiens. Quand on jeûne, on a aussi cette expérience d'une radicalité qui montre que le corps, finalement, n'est pas le simple ressort de l'homme. Il y a autre chose qui palpite, il y a une intelligence et il y a une âme, et c'est peut-être cette âme qu'on a voulu faire un peu rejaillir, peut-être en chrétien endormi dans nos cités. Là, on était à s'assouvir, et que cette aventure, cette faim, cette peur nous a fait rejaillir ce supplément d'âme. Est-ce que ce besoin d'aventure, quand vous étiez petit, chacun de votre côté, il était déjà là? À quoi elle ressemblait, Mathilde, petite? C'était quel genre de petite fille? Attention, même question pour Édouard juste après. Hein. Toi, tu réponds pour moi et moi pour toi, c'est ça? Si tu veux. Vous connaissiez pas petit? Non, on ne se connaissait pas petit. On a eu des récits. Alors, elle était comment, Mathilde, petite? Mathilde, c'est une petite fille bouclée, première de la classe, impeccable, bien sous tout rapport, qui obéit bien à ses parents et qui a fait des belles études d'histoire, et qu'il ne fallait pas qu'elle prenne les chemins de traverse. Et là où elle a commencé à prendre les chemins de traverse, c'est en partant. Finalement, c'est sa générosité qui l'a amené à prendre les chemins de traverse, et en partant pour des missions humanitaires. Qu'il a appris vraiment à découvrir, rencontrer, sortir de son univers. Voilà. Mathilde Dijonnaise, précisons. Bourguignonne. Voilà. Mathilde, présentez-nous Édouard. Petit, hein, attention. Édouard Petit était déjà l'enfant un peu turbulent, plein de vie, plein d'entrain, qui avait beaucoup de mal à se concentrer à l'école, étonnamment, parce qu'il rêvait déjà beaucoup de faire complètement autre chose. Il était passionné par la vie dans la nature et dans les bois, et il avait qu'une envie, c'était de vite quitter l'école pour retrouver le jardin et la forêt. Et très vite, il a eu ces grandes idées de voyage, voilà, qui peut-être lui étaient aussi données par son histoire familiale, voilà, un peu très européenne déjà avant. Avec des racines un peu. Avec des racines très éclectiques Espagne, entre du Nord. voilà, l'Espagne, l'Afrique du Nord, l'Allemagne. Et donc déjà un enfant qui ne rêvait que d'une chose, c'était de s'échapper. Je continue. Sauf que cette fois-ci, il entraîne la douce et sage Mathilde dans ses périples. Est-ce qu'on peut citer les pays par lesquels vous êtes passé pour votre périple jusqu'à Jérusalem, dans l'ordre? Donc la France, la Suisse. Suisse, Italie, Croatie. Vous n'avez pas aimé l'Italie? Hein? Pas trop. Ah, l'Italie, on sent dans le récit que... C'était dur, c'était des zones urbaines, très dur. Mais on s'est détourné un peu des Dolomites et on est passé un peu plus par la plaine du Pô, pensant que finalement ça nous gagnerait du temps. En fait, ça nous a perdu du temps. On a eu les grosses chaleurs, et puis surtout on a eu un accueil très difficile. Et voilà. Après la plaine du Pô, donc les Balkans, Croatie, Bosnie, Monténégro, Kosovo, Serbie, ensuite la Macédoine, la Bulgarie. Donc ça, toute la traversée des Balkans et de ces moyennes montagnes le long de l'Adriatique. Et après la Turquie, donc là les hauts plateaux anatoliens, la Cappadoce, les Taurus, la chaîne des monts Taurus où on a eu de la neige jusqu'aux genoux.
Et puis ensuite la Syrie, donc on rentre dans le Proche-Orient. Voilà. Syrie, La Jordanie. température se radoucit aussi. Voilà. Syrie, Jordanie. Ouais. Et enfin, on arrive à Jérusalem. Mais ça, on en parlera à la fin de l'émission. Dans les pays de l'Est, c'était pas simple. Il y a des pays en conflit, certains, enfin, avec des restes de conflit, des fortes pressions, on va dire. Vous avez rencontré, vous avez été accueillis chez des gens de tous bords, aussi bien des Serbes, des Croates, des Bosniaques, des Albanais. Voilà, c'est vrai qu'on a eu cette chance, nous, c'est un peu le propre du voyageur. Hein. Le voyageur ne fait que passer. Il prend pas parti. Il est un peu le caméléon. Il est un peu cette espèce de caméléon qui s'adapte à chaque situation finalement, en essayant, oui, de ne pas prendre parti, il arrive lui comme il est et il prend les gens tels qu'ils sont. Et pour nous, ça a été une très belle découverte que cette découverte des Balkans avec cette histoire extrêmement compliquée de communautés parfois très antagonistes. Et donc on a découvert un peu cette histoire tumultueuse des Balkans à travers les rencontres qu'on a pu faire. Quand un Serbe du Kosovo nous disait vous allez aller là en zone albanaise, vous allez chez nos ennemis, et puis à l'inverse c'était l'Albanais qui nous disait oh là là mais n'allez surtout pas en Serbie, c'est les grands méchants. Donc voilà, et nous on a été extrêmement bien accueillis partout, on est allé au-delà de tous ces clivages communautaires et identitaires, et ça a été une belle manière de découvrir justement que heureusement le cœur de l'homme va plus loin que les conflits entre communautés, et ça a été une belle leçon d'accueil et d'hospitalité dans toutes les communautés. Et détail technique, pardon, mais quand vous rencontriez par exemple une vieille dame croate ou enfin des autochtones, vous parliez comment avec eux? En anglais? Beaucoup avec les gestes en au départ. javanais, par les gestes. Beaucoup avec les gestes, un peu à l'italienne. Très bon mime. Alors attendez, vous allez nous mimer une discussion. Allez-y, vous êtes deux, profitons-en. Alors mimez-nous une discussion qui peut-être vous a fait en rire serbo-croate. ou qui a donné lieu à un quiproquo invraisemblable. Je ne sais pas. On a rencontré une petite vieille. On venait de rentrer en Croatie. On avait longé l'Adriatique. On montait on s'enfonçait dans les montagnes. On s'est dit mais comment on va leur parler? On n'a pas de dictionnaire. On n'a pas un seul mot de serbo-croate, tout juste bonjour, je crois que c'est Dobardan. Oui, c'était le seul mot qu'on savait à l'époque. Donc on dit Dobardan, voilà, et comment on dit j'ai faim, enfin voilà, comment expliquer qu'on aimerait bien juste une petite grange pour dormir parce qu'il pleut des trombes. Et cette petite vieille là qu'on a rencontrée fendait du bois. Une petite fille de, je sais pas, 90 ans ou 80 ans. Elle coupait son bois là pendant que son mari alité attendait dans la maison. Elle dit mais venez, on va boire le café. Elle comprend, elle nous fait des gestes. Et Mathilde, elle nous invite à rentrer chez elle, effectivement. Tu lui as dit d'où on venait quand même. Voilà, je lui ai juste dit Paris, Jérusalem. Elle a eu l'air d'avoir compris. On dit déjà j'ai juste dit Parisa parce que je savais qu'on disait Parisa et Jérusalem. Et puis là, elle nous invite donc par des gestes à rentrer chez elle, et elle commence à nous préparer une boisson étrange. Moi, on ne savait pas trop ce que c'était. En fait, il se trouve que c'était du café, parce qu'on fait le café à la turque en fait, déjà dans les Balkans. Et alors après, pour communiquer, on n'avait vraiment aucun mot. Donc je lui ai sorti, on avait emporté avec nous une photo de notre mariage où on voyait nos familles. Et donc voilà, je lui ai montré la photo en indiquant nos parents, etc., nos frères et sœurs. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a filmé cette rencontre et qu'au retour, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était d'origine serbe et qui donc a pu nous traduire ce que disait la dame. Et alors? Et il se trouve que la dame nous a pris pour des réfugiés, des clandestins en fuite. Et donc elle s'exclamait en disant « Oh là là, ma pauvre fille, c'est horrible ce qui vous arrive. C'est promis, je ne le dirai à personne. » Enfin... Donc il y a un quiproquo que nous, d'ailleurs, on a appris 8 mois plus tard par les films, en traduisant ce qu'elle nous racontait, mais ça montrait vraiment le quiproquo et en même temps la générosité, peu importe qui on était, d'où on venait. On passait, elle nous a invités, on a pris un café, elle nous a offert des biscuits. La rencontre était belle comme ça, finalement, avec peu de mots. Ça montre bien que quand deux hommes se rencontrent, c'est pas forcément parce qu'on explique tout son contexte, son métier, son salaire, etc., que ça va accrocher. Et c'était ça qui était aussi intéressant dans ces rencontres, qui étaient éphémères pour nous. On n'était que voyageurs. Mais c'était des rencontres aussi fortes parce qu'il y a ce côté éphémère, on sait qu'on ne se reverra pas demain. Alors profitons du moment présent
pour en tirer le meilleur. Quelque chose d'intense et de fugace Voilà. à la fois. Alors pour contrebalancer quand même des propos enthousiastes, parce qu'on voit que vous revivez votre... Non mais il y a l'épisode que moi j'appelle l'épisode des 9 noms. C'était pas en Italie ça, c'était en l'épisode Italie. des 9 noms où même des prêtres vous disent non, je peux pas vous loger, etc. Non, je peux pas vous donner du pain. Alors que, bon voilà, l'Italie n'est pas forcément un des pays les plus pauvres qui soit. Et ça vous a drôlement miné le moral. C'est peut-être bien la première fois où le moral a été à zéro. Hein. Oui, c'est vrai que ça c'était... En Italie, en fait, on a traversé donc, toute la plaine industrielle du Pô. Donc c'est vrai que on nous demande souvent est-ce qu'il y a une géographie de l'hospitalité, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le pays le plus accueillant. C'est une question à laquelle on a beaucoup de mal à répondre parce que finalement c'est très lié au cœur de chacun et que des gens accueillants, il y en a partout. En revanche, là où on peut dire une généralité, c'est que les zones urbaines sont des zones beaucoup moins hospitalières que les zones rurales. Et donc en Italie, on a été 3 semaines uniquement dans des zones urbaines, des banlieues résidentielles, etc. Et une fois, effectivement, on demandait du pain, tout simplement du pain. Et 9 fois de suite, les gens nous ont dit non, je n'ai pas de pain. Dont un prêtre qui nous a dit, et c'est ça qui nous a sur le coup fait très mal, c'est qu'il nous a dit voilà, moi j'ai 5 pains. Il était à table, il était en train de déjeuner. J'ai 5 pains, mais si je vous les donne, ça va me manquer pour ce soir. Et donc, ben voilà, on est reparti. Et le soir même, on arrive dans un village où il y avait une jeune fille qui était assise devant sa maison en train de fumer une cigarette. Et on a réessayé. On lui a demandé auriez-vous du pain ou quelque chose à nous donner à manger? Et elle est rentrée chez elle, sans mot dire. Elle est ressortie avec un petit sac dans lequel il y avait 5 pains. Et du jambon, voilà. Je crois que vous avez une guerre de poissons. Non, et du Non, jambon. c'était du jambon. Ah oui, donc vous faites une corrélation forcément. Pour nous, c'est là où aussi on a pris le temps de voir cette main providentielle en voyant la main des autres qui nous donnaient. C'était vraiment pour nous un signe de la main providentielle qui arrivait. C'est évident. On est parti d'ailleurs dans cette démarche-là de pouvoir faire plus attention à ces clins d'yeux qu'on évite ou qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne voit pas quand on est dans la vie quotidienne, dans une vie... Je viens de comprendre ce qu'il vient de dire. Il a dit clin d'yeux et j'ai fait Dieu, pas comme œil, mais comme Dieu. Comme Dieu, c'est un clin d'yeux. C'est très joli. Un clin d'yeux, un clin d'œil, un clin d'yeux, c'est vraiment c'est ces petits signes que Dieu fait de son œil et il vous fait, tu vois, j'étais là. Comme quoi, quand vous étiez à Vézelay, vous êtes passé par Vézelay, donc je remonte un peu en arrière, mais vous êtes passé par Vézelay, vous vous êtes arrêté aux fraternités monastiques de Jérusalem, qui gèrent le lieu de la basilique de Vézelay. Ils vous ont offert une Bible. Est-ce que vous avez lu dans cette Bible, vous a pas horrifié, mais vous a tellement marqué que vous n'avez pas rouvert de tout le voyage. Je ne sais pas si vous pourrez me citer le verset sur lequel vous êtes tombé par cœur, mais grosso modo, l'idée, c'est quoi, Mathilde? En fait, on est tombé sur le chapitre 6 de Saint Matthieu, où donc il y a tout un long développement sur l'abandon à la providence, justement. Donc c'est tout ce chapitre, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, etc. Et puis surtout, la phrase qui nous a extrêmement touchés, c'était « Là où est ton trésor, là est ton cœur ». Et finalement, on s'est dit que c'était peut-être un peu pour ça qu'on était parti, c'était pour chercher aussi ce trésor, et du coup, voilà. Et donc, on a ruminé cette phrase pendant 6000 kilomètres presque. Et effectivement, on n'a plus du tout ouvert notre Bible, ou très peu. D'ailleurs, vous dites, on pensait prier plus souvent. Puis on se dit, tiens, ils n'ont pas eu le temps de prier, c'est marrant quand même, 7 mois et demi. Non, mais c'est vrai, vous le dites, c'est vrai, on n'a pas eu le temps de prier. Et on se disait, tiens, on part vers Jérusalem, on va faire une belle démarche spirituelle, un bel acte d'abandon et de foi. Et en fait, ça s'est réduit à l'aventure, aux rencontres, et puis, ce qui est déjà fabuleux, mais aussi aux problèmes d'ampoule, aux problèmes de ventre, aux problèmes d'insolation, au problème de monter où est-ce qu'on va dormir ce soir et qu'est-ce qu'on va manger à midi. Finalement, des problèmes très concrets. Mais c'est à travers ça qu'on a senti la présence de Dieu. Et les grandes prières, les grandes oraisons, les grandes méditations qu'on pensait faire au départ, en fait, tout s'est envolé et c'est passé par ces petites attentions que Dieu nous montrait quand on voulait les voir. Et c'est ça qui a été beau dans ce voyage. Vous parlez d'abandon. À un moment, il y a cette phrase qui surgit Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois que le moment le plus noir du voyage, ça a été l'agression de Mathilde. C'était en Turquie. Où là vraiment on se dit, on est fou d'être parti, 2, on fait demi-tour, 3, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait plus. Cette agression finalement, c'est quand même Mathilde qui l'a le plus mal vécu, mais tous les deux,
Oula, non, Édouard n'est pas d'accord. Si, non, Si, il y a les yeux qui sont partis. Tu sais, j'ai vu, les yeux sont partis à droite. Donc, c'est pas. Vous l'avez tous les deux très mal vécu. on l'a tous les deux très mal vécu. On l'a tous les deux très mal vécu. Effectivement, en fait, cette agression nous a complètement remis en cause dans notre démarche, qui était une démarche d'aller vers les autres, une démarche de confiance. Alors, peut-être la raconter, cette agression. Il y a un jeune type qui vous suit. Voilà, et qui en fait, au départ, se fait passer pour quelqu'un de la police. Il me montre une fausse carte. Puis j'ai tout de suite senti, il a commencé à me serrer la main. Puis après, il a pris la main de Mathilde, il l'a embrassée. Donc j'ai senti que ça sentait vraiment l'embrouille. Et puis après, tout ça s'est passé assez vite. Il m'a dit, bon écoute, j'achète ta femme. Il m'a sorti un billet, il me dit, j'achète ta femme. Là, Édouard n'a dit pas assez cher. Ouais, il a bien vu que c'est même avec beaucoup d'argent, il aurait du mal à acheter ma femme. Et ensuite, il a tout simplement gueulé sexe. Il a couru vers Mathilde plusieurs fois. Et au moment où il a Comment on se sent mari de la femme agressée? C'est horrible parce que vous savez, on ne savait pas si ce type était armé, s'il pouvait nous menacer plus fort que ce qui nous menaçait. Il a alterné la douceur et l'agressivité. Et puis quand il en est devenu à être très agressif et à passer au fait, en fait, il a commencé à sauter sur Mathilde. Moi, j'ai essayé de dominer un peu mes peurs parce qu'on se sent tout petit, tout ça se passe très vite. On avait une petite bombe lacrymogène, j'ai sorti une bombe lacrymogène, il a reculé. Et c'est ce moment de recul qui nous a donné 3 secondes de répit. Mathilde a fui et moi j'ai essayé de me mettre entre deux pour que Mathilde prenne un peu d'avance et ensuite on a couru. Mais ça a été un moment très éprouvant. Mais le plus éprouvant, finalement, on s'en est bien tiré. À la fin de cette histoire qui était malheureuse, Mathilde ne s'est pas fait violer. Heureusement, tout s'est bien déroulé. Le voyage de noces a failli virer au cauchemar. Voilà, quand même. le voyage de noces a failli virer au cauchemar. Ouais. Mais du coup, on ne revêvait plus les semaines suivantes de marche. On les a vécues beaucoup plus difficilement. On est tombé dans des peurs très profondes. Et nous, ce fil rouge de la rencontre, des confiances qu'on pouvait donner dans les autres, de toutes ces mille et une confiances. Il s'est brisé ce fil. Il s'est brisé. Ouais. Il s'est brisé et on avait peur parce que quelqu'un nous avait agressé et parce qu'on se disait on va se faire agresser, c'est sûr. C'est arrivé une fois, ça va arriver une deuxième fois. Et c'est cette peur-là qu'on n'a pas réussi à mettre en sourdine pendant de longs jours et qu'il a fallu réapprivoiser un petit peu et se dire allez, on est parti dans une démarche de confiance, on est parti dans une démarche d'abandon. Si aujourd'hui on cède à nos peurs, on a perdu ce voyage, quoi. Mais il faut le temps de récupérer. Est-ce que Mathilde, vous le dites, vous vous sentiez salie? Faut le temps. On récupère pas en 2 jours, j'imagine, d'un épisode. Oui, non, comme c'est celui-là. ça. Et c'est là où finalement ça a été notre force aussi a été donc non seulement effectivement d'avoir cette foi et cette confiance en Dieu qui nous a quand même fait avancer, même si vous l'avez très bien dit à ce moment-là, on était vraiment avec mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Enfin, pourquoi est-ce que tu permets ça? Pourquoi est-ce que et de refaire quand même cet acte de confiance. Et puis aussi, là où notre force a été, ou là où était notre force aussi, c'était qu'on était tous les deux. Et même si ça a été aussi une épreuve pour notre couple à ce moment-là, parce que j'en voulais aussi beaucoup. Voilà, c'est vrai que j'étais pas forcément tendre avec Édouard et que Édouard se sentait complètement impuissant, qu'il essayait par tous les moyens de me réconforter et que ça marchait pas parce que j'étais vraiment très profondément atteinte. Et malgré tout, même si je le repoussais, même si tout ça, je savais qu'il était là et que je pouvais compter sur lui et que là, dans ces moments-là, c'est une grande force que d'être à deux. Et alors le couple, parce qu'il y a quand même un couple qui vivait son voyage de noces quand même, qui s'est beaucoup disputé forcément dans des situations extrêmes. On est tendu, on est à fleur de peau. Qu'est-ce que vous en avez tiré de toutes vos chamailleries, de toutes vos disputes, de tous ces longs silences, ces kilomètres où on ne se parle plus? Ouais. Il y a des journées entières où on ne s'est pas parlé. Alors, parce que dans le rythme de la marche, vous êtes bien et que vous n'avez plus envie de parler, mais il y a des journées entières où on s'est fait la gueule. Donc, ça arrivait souvent d'ailleurs, soit parce que je sortais la caméra quand Mathilde était fatiguée et qu'elle n'avait pas du tout envie que je la filme, ou alors parce que tout simplement, on s'était trompé de chemin, j'avais mal orienté la carte, Mathilde n'avait pas sorti la boussole, et puis de toute façon, si on s'était trompé, c'était toujours la faute de l'autre. Donc, et 30 km dans la vue, pan. Et quand on fait des détours de 30 km, ça fait mal aux pieds. Mais et même de 2 km, on ne vit jamais bien à pied. Ou quand il y en a un qui veut absolument passer par des cols enneigés alors que vous avez des petites chaussures légères et que Mathilde tremble de peur.
Dieu sait si on la comprend. Voilà, ça tend une situation quand même. Ouais. Effectivement. Et donc du coup, on a eu des périodes très tendues et il a fallu désamorcer cette violence. Mais finalement, comme la vie de tous les jours dans un couple, hein, il arrive ça tous les jours encore. Mais ça, dans un couple, on n'est pas en danger de mort pendant 7 mois et demi parce que vous avez Non. quand même beaucoup flirté Oui. avec le risque. Que ce soit le risque lié à la nature, à la montagne par exemple, le risque lié aux agressions, puis à plein d'autres choses. Voilà, donc là c'était quand même plus tendu encore. Et en même temps, ce qui nous faisait avancer justement tous les deux, c'est qu'on avait ce projet commun, ce désir commun d'atteindre Jérusalem. Et ça a été justement une grande force pour nous que d'avoir un projet de couple qui du coup nous faisait avancer et nous faisait aller au-delà de toutes ces chamailleries qui étaient souvent pour des bêtises. Hein. Parce que c'est vrai que quand on a faim, quand on est fatigué, la moindre réflexion, on la vit très mal et que du coup, on se dispute pour des bêtises. Et c'est là aussi où on apprend quelque chose de très fort, c'est qu'on a appris à se pardonner, à se demander régulièrement pardon, parce que on n'avait pas d'échappatoire, quoi. On était 24 heures sur 24 ensemble, dans un rayon de 100 mètres Horrible. maximum. Horrible. Donc si on veut que ça passe et si on ne veut pas que ça casse, on est obligé de se demander pardon, d'apprendre à pardonner. Et ça a été pour nous aussi une très belle école finalement de pardon entre nous. D'apprentissage de vie de couple aussi. Ouais. J'imagine que vous en percevez encore les fruits aujourd'hui. Maintenant que vous avez réintégré, j'imagine, à chez vous, que bébé va pointer son nez. J'imagine que tout ça vous paraît plus simple aujourd'hui, non? C'est à la fois plus simple et je dirais que rien n'est jamais acquis. Hein. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on a vécu de manière extrême ces premiers 8 mois de mariage qu'on a toutes les clés et que tout est facile aujourd'hui. Je pense que dans la vie de couple, il y a un effort et des concessions à faire chaque jour et que se pardonner, on en a besoin tous les jours. Même quand on n'est pas sur la route. Alors, il y a se pardonner à soi, il y a pardonner à ceux qui vous ont jamais ouvert la porte. Et puis, il y a peut-être pardonner, je ne les mets pas tous dans le même panier, bien sûr, mais en Syrie, c'était quand même une expérience un peu particulière, puisque la Syrie est un pays où vous étiez ultra surveillé, encore le mot est faible, où on vous obligeait à dormir dans tel endroit, à manger avec telle personne, les gens vous ont beaucoup menti. Vous le raconterez mieux que moi, mais j'imagine qu'on a envie, après, plus tard, pas tout de suite, mais de pardonner à ces gens-là aussi. Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, on peut dire sans difficulté qu'on a pardonné au type qui nous a agressés, par exemple, parce qu'on a fait un chemin, parce que la route a aidé. C'est vrai que la Syrie, en sortant de la Turquie, on est rentré en Syrie. Au départ, tout s'est très bien passé. Je raconte un peu la situation pour donner un peu le contexte, mais on a été suspecté de je ne sais trop quoi, soit d'espionnage, soit à la solde des Israéliens ou des Français peut-être même. Et donc les Syriens nous ont pris sous leur coupe. C'était pas le ministère du tourisme syrien qui nous accueillait, mais c'était le ministère de l'Intérieur avec ses services de renseignement. Et donc pendant 3 semaines de notre traversée de Syrie, on a été tous les jours aiguillés, encadrés. Et donc à chaque croisement, il y avait quelqu'un qui parlait très bien anglais, qui nous disait voilà, la route à suivre c'est celle-là, ne vous éloignez pas, passez par tel chemin, ce soir vous serez accueillis à tel endroit. Tout ça avec une très grande courtoisie, mais en fait avec un contrôle omniprésent et à écouter toutes nos conversations. On avait, dans les familles où on était invités, on avait des gens qui parlaient français sans nous le dire, qui écoutaient nos conversations. On a eu des tas On vous offre un d'entre nous. chapelet, vous vérifiez si chaque grain du chapelet musulman n'est pas truffé d'un micro. Enfin, ça on est devenu paranoïaque. On est devenu complètement parano. Complètement, ouais. Parce que à chaque endroit où on passait, il y avait quelqu'un des renseignements qui était là pour nous guider. Alors, il y avait en même temps cet élément protecteur où il voulait peut-être que rien nous arrive, mais en même temps, il y avait une omniprésence, un contrôle. C'est un système soviétique. En fait, l'idée, c'est de tout savoir. De tout savoir sur vous, qu'est-ce que vous avez de gravé dans vos alliances, comment vous vous êtes et qu'est-ce que vous avez rencontrés. gravé dans vos alliances c'est un secret. J'espère bien que c'est un secret. Il faut le demander au service syrien, ils le savent. En Turquie, tout le monde voulait vous convertir à la religion musulmane, beaucoup. Alors en Syrie, tout le monde voulait vous surveiller. Finalement, on est tout le temps sur ses gardes, on est tout le temps dans le doute. Et à un moment, il y a l'image du serpent. Qui est très bien utilisé dans le livre, en disant, voilà, le serpent, on essaie de lui éclater la tête de temps en temps, mais ça ne marche pas toujours. Et le doute, c'est beaucoup insinué dans ce voyage. Le doute par rapport aux autres, par rapport à vos propres capacités, ça revient, c'est lancinant.
Oui, c'est vrai que ce voyage finalement a été extrême dans le passage justement du doute et de la peur à la confiance. Et que ça, c'était perpétuel. On était tout le temps, voilà, on devait faire face à nos peurs intérieures. On l'a dit, hein, moi j'avais peur de la montagne par exemple. Voilà, il y a des peurs très concrètes comme ça. Et puis il y a des peurs qui sont liées aux autres. Donc quand on se fait agresser, quand on est suspecté, quand on est interrogé tous les soirs et qu'on ne sait pas finalement jusqu'où ça va aller. Il y a toutes ces peurs qui sont liées du coup aussi aux autres. Et puis, et donc pour nous, ça a été vraiment l'extrême de ce voyage a été dans ce passage perpétuel entre le doute, la peur et la confiance. Et je pense que c'est là où était le défi qu'on s'était lancé. C'était voilà, apprendre à faire confiance, à s'abandonner et pour pouvoir avancer. Noël à Alep, c'est bien? Ouais, on ne savait pas encore qu'on était suivi par les services de renseignement, donc ça a été génial. On a passé Noël avec Point Cœur, c'était une ONG de compassion qui s'installe dans les endroits pauvres du monde. Voilà, exactement. Voilà. Et ça a été fabuleux. Et surtout, on a passé Noël avec des chrétiens syriens. Donc une très belle fête. Et on a eu un beau cadeau de Noël après qui était celui des Syriens, qui a été le pire cauchemar de ce voyage. Voilà. Qui était de fait de rencontrer les Syriens. Ouais, le fait d'être suivi en permanence. Etc. Les Syriens sont sans doute très accueillants, ça, on en reste convaincu. Moi, j'avais fait un autre voyage en Syrie, j'avais adoré, mais cet épisode et cette fois-là, on n'a pas été reçus avec l'accueil oriental habituel. Et il y a un moment, on décide, on a failli abandonner le voyage parce que c'était trop dur. À un moment, on décide de plonger dans l'abandon, mais c'est plus le même. C'est l'abandon à Dieu, l'abandon à... Comment vous le dites, vous, l'abandon à ce qui peut arriver? Oui, voilà, c'est un peu même la mort, si c'est la mort. Advienne que pourra, si c'est la volonté de Dieu. Et c'est vrai que, par exemple, en Syrie, la situation nous dépassait tellement. C'était même pas nos peurs intérieures là qu'on avait à dépasser. C'était une situation politique qui nous dépassait complètement. Et donc, on pouvait rien faire à part tout abandonner finalement. C'était notre seule voie de salut, je dirais. Donc, vous avez opté pour cette voilà. Cette pas par défaut, hein, par adhésion de cœur. C'est-à-dire que aujourd'hui, à ce jour-là, en Syrie, on n'avait pas aucune possibilité d'agir, aucune manière volontaire d'agir sur ce qui nous arrivait, le fait d'être complètement prisonnier de ces services de renseignement. Et donc notre seul recours, notre seule confiance, c'était de la placer dans le couple, mais aussi en Dieu, parce que lui seul est maître de tout ça. Quitte à ce que finalement Jérusalem vous soit refusée. Édouard a pleuré 3 fois pendant le périple, et la 3e fois, si je ne me trompe pas, c'était à la frontière d'Israël où on vous refuse l'entrée. Enfin, vous êtes arrivé pratiquement. Ouais. Et là, on vous dit non, vous n'entrez pas. C'est comme ça. Là, on est à 200 km, même pas. Édouard, 100 km. Et là, on se dit peut-être que Dieu ne veut pas qu'on aille. Enfin, c'est pas comme ça, mais. Si on ne doit pas être à Jérusalem, abandonnons-nous. Voilà, mais c'est vrai que ça a été ça. Et finalement, quand les Israéliens nous ont refusé l'accès à Israël, on a effectivement peut-être posé l'acte d'abandon le plus fort de tout le voyage. C'était de se dire, voilà, finalement, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à ne pas arriver à Jérusalem, alors que ça fait 7 mois qu'on marche pour ça, qu'on fait des efforts, qu'on est sur la route et on était prêt vraiment à ce moment-là, je pense, à ne pas arriver à Jérusalem. Alors la 3e fois sera la bonne, par des petits détours diplomatiques que les gens découvriront dans le livre. Quand on arrive à Jérusalem, à ce nom tellement prononcé tellement de fois, qui vous a fait rêver vous, qui a fait rêver tous ceux que vous rencontriez aussi sur le trajet, on se dit quoi? Comment la joie, est-ce qu'elle explose? Est-ce qu'elle est intériorisée? Comment ça se manifeste? Et bien alors là, quand on est arrivé à Jérusalem, on n'a pas du tout eu, on n'a pas sauté au ciel en poussant des grands cris. Au contraire, c'était une joie très intérieure, très profonde. On est resté 1 heure peut-être depuis le mont des Oliviers à regarder la vieille ville qui s'étendait à nos pieds et tout simplement à regarder, à contempler cette ville qui était là sous nos yeux, qu'on avait tellement désiré pendant 7 mois et demi. On l'avait dit, je ne sais combien de fois on avait prononcé le nom de Jérusalem, puisqu'on le disait au moins 2, 3, 4 fois par jour à tous ceux qu'on rencontrait. Et donc c'était une joie très intérieure, très profonde, comme une sorte d'accomplissement. Voilà, ça y est, on avait réalisé notre rêve. On était allés au bout de nous-mêmes. Et puis tout de suite, on a pensé à tous ces gens
grâce à qui finalement ce rêve avait pu être réalisable, tous ceux qui nous avaient accueillis, tous ceux qui nous avaient donné un morceau de pain, un verre d'eau. Autant de noms que vous avez déposés au Saint-Sépulcre en fait. Oui, et plus de 250 rencontres. Mathilde a fait l'effort de leur écrire à tous depuis Jérusalem, de leur envoyer une carte postale depuis Jérusalem. Ouais, et puis ensuite, Avec quoi vous avez payé les cartes postales? Attendez, il y a un détail qui m'échappe là. On a retrouvé notre carte bleue à la fin. Jérusalem. D'accord, comme à Exactement. D'accord, ah oui, à Jérusalem, arrivé, on reprend une carte bleue, Voilà. D'accord. Exactement. Et vous avez écrit à tout le monde, vous aviez gardé les adresses, Voilà, vous on aviez tout avait noté. Ah, et le livre, vous leur avez envoyé à tous? Aux Tous les francophones. francophones. Tous les Tous francophones. les Tous les ouais. francophones. Ouais. C'est sympa ça. C'est sympa. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez compris aujourd'hui? Vous êtes revenu depuis un petit moment maintenant, puisque 8 mois. vous êtes arrivé en février. Donc ça fait 8 mois que vous êtes... C'est drôle, hein, il y a un périple de 8 mois en marchant. Maintenant, Mathilde est enceinte de 8 mois. Ah C'est oui. un autre périple. Vous faites des analogies, Mathilde, entre les deux chemins? Il y en a un qui est plus dur que Je l'autre? pense que là, cette grande aventure-là, elle va durer plus que 8 mois. Hein, ça va être pour toute la vie. C'est encore autre chose. Qu'est-ce que vous avez compris de la liberté? Quelle question. Ouais, Grande c'est beau. question. Je vais répondre personnellement. Hein, peut-être que Mathilde donnera tes réponses. Pour moi, la liberté, elle est intérieure aujourd'hui. En Syrie, par exemple, où on s'est senti très prisonnier finalement de manière extérieure, pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'expérience que même là, je pourrais passer même par la mort. J'avais ce déclic de l'abandon qui m'a permis cette confiance, qui m'a permis de me sentir libre à un instant où j'étais finalement le plus prisonnier. Mais là, aujourd'hui, vous l'avez toujours, Bah, c'est avec des hauts et des bas, avec des phases, ça dépend de son humeur, ça dépend de ses rencontres, ça dépend de plein de choses. Aujourd'hui, je conserve cet instant de me dire que, bah, aussi par tout ce que j'ai vécu, mais j'ai moins peur de la mort. J'ai beaucoup moins peur de la mort. Et ça m'offre une liberté qui est celle de vivre l'instant T. Si je mourrais maintenant, j'aimerais me préparer à ma mort, mais si je mourrais maintenant, pourquoi pas? Bon, alors, on a parlé Voilà. de la mort, très Non, bien. Il y a le voilà. bébé qui va naître, parlez-moi de vie, Édouard. Est-ce que la peur d'être Non, mais c'est père, lié à la là liberté, la mort. Est-ce que, voilà. Le rapport à la mort, pour moi, conditionne le rapport à la liberté. Et aujourd'hui, je me sens plus libre parce que j'ai moins peur de la mort. Et la prochaine grande aventure, là, celle d'être C'est la papa, C'est la ça vie, vous fait ouais. peur aussi? Ça fait peur parce qu'il y a une responsabilité en jeu. Mais comme dans tout engagement, là c'est la beauté d'accueillir la vie, mais on s'est engagé dans le mariage, on est forcément responsable l'un de l'autre. On est responsable aussi de notre amour, de le faire grandir ou non. Et cette responsabilité fait peur, mais en même temps, c'est dans la Mais en même confiance. temps, vous avez perdu plein d'illusions sur Mathilde, vous la connaissez. Oh, Non, complètement. Mathilde dit que vous la connaissez pas encore très bien. D'ailleurs, elle le dit à la fin du livre. Il y a encore de la route à faire. Et alors, c'est Mathilde, heureusement d'ailleurs. Sinon, si on se connaissait déjà par cœur, ce serait pas très drôle. ce serait plus très exaltant Il y pour aura la suite. l'évolution. Alors Mathilde, vous, qu'est-ce que vous avez compris de la liberté? Mais je crois que qu'on est vraiment libre quand on arrive à se libérer de ses peurs. Et ça, je pense que c'est finalement le combat de toute une vie. On a toujours des peurs qui nous rattrapent. Hein. Elles sont souvent très personnelles, elles sont liées à différents événements de la vie. Et ce qu'on a essayé de faire justement pendant ce voyage, qui était un peu comme un exercice, comme un entraînement, comme une ascèse, hein. D'ailleurs il y avait tout de ça, c'était justement de passer de la peur à la confiance, et pour pouvoir grandir en liberté. Et voilà, et je dis pas que c'est gagné, hein. Je pense que c'est vraiment le combat de toute une vie. Il y a d'autres peurs aujourd'hui qui nous habitent, bien sûr. On a toujours un peu peur quand on va avoir un petit bébé. On se demande toujours, est-ce qu'on va savoir s'en occuper? Est-ce qu'on va savoir le faire grandir? Est-ce qu'on va savoir le faire grandir en liberté, justement, lui aussi? Et je crois que c'est ça, finalement, aussi, la vie de chrétien. C'est de pouvoir avancer dans la confiance pour grandir en liberté et ne plus avoir peur. Alors, j'ai une idée assez précise de vos projets, Mathilde, pour les semaines qui viennent, puisque l'accouchement est quand même assez imminent. Vous faites quoi aujourd'hui, tous les deux? C'est quoi la vie d'aujourd'hui de Mathilde et Édouard Cortès? Non, mais vous avez repris un travail? Pas encore? Vous mûrissez d'autres projets de voyage? On mûrit effectivement d'autres projets de voyage, à 3, on espère. Ah, ce sera bébé marcheur. Ce sera bébé D'accord. marcheur, on verra. Peut-être pas les tout premiers mois, mais on aimerait repartir à 3, ça c'est sûr. Et puis moi j'ai des projets dans mon métier de journaliste, dans le documentaire. Et puis Mathilde peut-être. Reprendre dans une ONG, Oui, Mathilde? peut-être, oui, voilà. Il y a aussi des projets
un peu dans ce sens-là, mais pour le moment, c'est vrai que le projet, je vis plutôt l'instant présent et j'attends que ce petit bébé arrive. Voilà, c'est le temps de l'attente. J'imagine bien. Ce voyage, finalement, il n'est pas fini. Parce que dans la tête, je pense qu'il y a des choses qui se décantent au fur et à mesure. Est-ce que depuis 8 mois, par exemple, il y a quelque chose que vous vous êtes dit, tiens, tu sais, Édouard, tiens, tu sais, Mathilde, j'avais pas compris au moment où on a vécu ça, mais aujourd'hui, je comprends mieux telle chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui arrivent petit à petit? Oui, il y a des choses qui sont arrivées petit à petit. Déjà, le fait d'écrire, on a donc écrit un livre à notre tour. Ça nous a permis justement de relire un peu aussi toute cette expérience qu'on avait notée au jour le jour. On écrivait des petites notes. Et donc, en se replongeant dedans, en ayant une vision plus globale du voyage, on a déjà eu des choses qui se sont éclairées qu'on n'avait pas forcément Comme quoi, par compris. exemple? Du concret. Du concret, cette fameuse histoire du couteau suisse, du couteau, là, on n'avait pas imaginé à quel point la main de Dieu était là. On avait un tout petit couteau. On l'a perdu une première fois. Et je me suis fait engueuler parce qu'évidemment c'était moi qui l'avais oublié à un endroit. Voilà, donc j'étais encore responsable et ça a créé une dispute. Première dispute. On arrive chez un Turc qui nous accueille à bras ouverts. Et on lui dit, bon ben voilà, on vient de perdre notre couteau aujourd'hui, vous n'auriez pas quelque chose, une lame pour le remplacer, parce qu'on a vraiment besoin sur la route d'un couteau. Il offre un couteau. Il nous offre un couteau. Il se trouve que 10 jours plus tard, alors qu'on est accueillis dans une autre famille turque, je l'oublie encore, j'ai vraiment pas de bol, je l'oublie dans notre chambre où on avait la chambre des invités. Voilà, donc je me suis pris une nouvelle engueulade de Mathilde. Mais moi, avec toujours la même foi au cœur, de dire, bon, bah, c'est vrai, je suis pas malin, je l'ai oublié, c'est bête, etc. Mais Dieu y pourvoira. Et quelques jours plus tard, et Mathilde me disait, mais vraiment, tu prends soin de rien, etc. Et quelques jours plus tard, on a trouvé un couteau sur le bord de la route. Donc voilà. En 15 jours, 3 couteaux, enfin 2 couteaux perdus, un couteau retrouvé. Et avec du recul, vous voyez, ça nous paraît, on se dit que c'était, il y avait une délicatesse que nous on appelle la délicatesse de Dieu, qu'on appelle ses clins d'yeux. Et c'est ces choses-là qui font, avec un peu de recul, ah ouais, on n'était pas seuls sur la route. On n'était pas que tous les deux sur la route. Voilà. Alors vous étiez 3, on a bien compris, et puis alors là ça va être encore plus concret, le troisième. Écoutez, moi je vous remercie infiniment d'être venu témoigner si proche de l'accouchement sur KTO. On vous souhaite évidemment une belle famille. Merci. Et puis d'autres aventures si j'ai bien compris. Merci infiniment pour tout ça et tout ce que vous partagez. Beaucoup. Merci.